C'est la quatrième partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice couvre le design quasi parfait du modèle de la Terre plate et détaille en partie la logique qui sous-tend les décisions prises. Cela sonne comme une énorme tâche, et ça l'est, mais pour commencer, regardons quelque chose de petit, comme ce petit bonhomme. Prenez une souris ordinaire et mettez-la dans une cage en verre. Je dis une souris, mais vous pouvez aussi faire ça avec un serpent, un lézard ou un insecte. Ça ne fait pas de différence pour cet exercice. Les gens s'identifient à la souris car ils ont l'habitude de les voir comme cobayes dans les laboratoires. La souris a une bonne image. Elle est vue comme innocente et inoffensive. Le parfait sujet pour des tests. Je n'ai encore jamais vu personne avoir un problème avec les souris de laboratoire. Donc, on met la souris dans la cage pour la première fois et la réaction est toujours la même. Elle explore son environnement et plus particulièrement les sorties possibles qu'elle pourrait utiliser. Elle explore chaque centimètre carré de sa cage en verre et à un moment s'installe dans l'acceptation que ces murs sont solides et qu'ils sont là pour durer. De temps en temps, elle répétera ce processus pour s'assurer que rien n'a changé aux frontières de sa cage. Ce qu'elle ne fait pas, c'est agir comme elle le ferait à l'état sauvage, car elle réalise qu'elle est en captivité, la cage en verre ne ressemble en rien à son environnement naturel. Vous pouvez mettre la cage en pleine forêt, peut-être qu'elle s'y sentira mieux, mais elle aura toujours conscience d'être limitée, contre sa volonté, et s'installera dans des habitudes qui ne lui sont pas naturelles. Vous pouvez faire la même chose avec d'autres petits animaux, comme le serpent, le lézard ou l'insecte. Cela ne fera aucune différence. Le résultat sera invariablement le même processus de recherche répétée d'issue, puis l'acceptation. Maintenant, prenez le même animal et mettez-le dans une réserve sauvage protégée de 160 km², entourée d'une barrière similaire à celle de sa cage. L'animal ne se mettra pas à chercher et à tester les frontières de la réserve, principalement parce qu'il ne les voit pas. Il peut se passer des jours, des semaines avant qu'il ne rencontre la limite. La routine d'un animal est ce qu'elle doit naturellement être. Manger, dormir, se reproduire. Il fait ce qu'il ferait dans la nature. Si un jour il s'approche de la barrière, il se peut qu'il soit curieux, mais toute anxiété sera vite dissipée dès qu'il retournera dans la vaste étendue sauvage d'où il est venu. Une clôture dans une réserve ne pose pas de problème aux animaux, car sa taille est minuscule par rapport à l'étendue de la réserve, donc s'y attarder n'a pas de sens. On assume ici que la clôture est suffisamment haute pour décourager les bêtes à plumes de s'échapper, profonde pour barrer le passage des rongeurs, et pour hermétiquement clore toute étendue d'eau, bloquant le passage des animaux aquatiques. Le point important ici, c'est que toutes les créatures vivant dans cette grande réserve protégée ne seraient pas du tout gênées par la clôture si elles la rencontraient. Toutes, à leur manière, auront un haussement d'épaule et continueront avec leur vie. Par contre, si vous prenez un humain, homme ou femme, et ce, quelle que soit leur éducation, et que vous les mettiez dans la même réserve, la réponse est totalement différente. Quand l'humain approche de la clôture, il ne la voit pas comme une distraction. Il s'arrête, il se demande, et plus important, il se pose des questions à lui-même ou aux autres. Pourquoi une clôture ici? Jusqu'où va-t-elle? Peut-on creuser dessous, ou passer par-dessus, ou la contourner? Vous pouvez imaginer le type de questionnement, mais au bout d'un moment, une question plus pressante va prendre la tête de la liste. Qui l'a construite? Et c'est ce qui change non seulement le type de questionnement, mais aussi comment l'être humain voit son monde. La réserve sauvage va soudainement lui apparaître plus petite. Chaque nouvelle clôture découverte réduira artificiellement l'étendue initialement perçue, même si ses dimensions n'ont pas changé. En peu de temps, la préservation de son habitat va perdre de son importance. La clôture, c'est l'inconnu, c'est la peur. Elle provoque d'intenses spéculations chez lui. Au long cours, l'importance de son habitat va encore diminuer à cause de cette clôture, et la raison de l'obsession que celle-ci provoque est simple. C'est là, c'est réel, il peut la voir, et peut-être même la toucher. Ajoutez d'autres humains à l'équation et vous augmentez la disparité de la situation par ordre de grandeur.
Avez-vous vu la clôture? Savez-vous depuis combien de temps elle est là? Connaissez-vous quelqu'un qui l'ait franchie? Elle était là avant nous. Qui en est responsable? Que peut-on faire pour amadouer ceux qui l'ont mise? Vous pouvez voir jusqu'où cela peut aller. L'hystérie collective à effet durable s'installe parmi la population et prend racine. La clôture est plus grande, plus ancienne et plus intelligente qu'ils ne le sont. Ça les force à l'humilité, ça les met en colère, et c'est permanent. Y a-t-il un pouvoir plus fort que ça? Ce n'est peut-être pas Dieu, mais cela y ressemble. Aucune civilisation, quelle que soit sa technologie, sa discipline ou son âge, ne pourrait supporter sa présence, car pour la psyché humaine, il y a trop de questions sans réponse, donc la vie ne pourrait progresser normalement. Pour résumer, une réserve sauvage protégée fonctionnerait pour 99,99% de toutes les formes de vie sur Terre. Pour les humains, cependant, il faudrait faire quelques modifications, ou alors juste une, mais majeure. Regardons quelques exemples de la manière de le faire, et ensuite on développera. Le premier exemple d'échec se trouve dans le film Dark City de 1998. C'est un bon exemple pour avoir la bonne approche. Le préambule ici est le suivant. Une race supérieure crée de petites zones de terre plate entourées d'un dôme. Cependant, la conception est défaillante, car les villes sont construites jusqu'à la limite du bord extérieur sans marge d'erreur. Pour compenser ce fait, ils altèrent régulièrement la mémoire de la population, supprimant de facto toute enquête sur le long terme. Cependant, il y a toujours des anomalies dans les films, comme l'officier de police qui réalise que malgré qu'il se souvient être allé à un endroit nommé Shell Beach, il ne lui est pas possible de l'atteindre car Shell Beach se trouve dans le monde extérieur et n'a donc jamais existé. Il ne cesse de tourner en rond dans cette ville circulaire sans issue. À la fin, un autre homme, le héros du film, arrive à l'extrémité du dôme, s'empare de la technologie des êtres supérieurs et crée un océan qui aurait dû se trouver là. Passons maintenant à un film sorti juste 4 mois plus tard, appelé The Truman Show. Immanquablement, tous les adeptes de la Terre plate auront un vif intérêt pour ce film d'un point de vue technique. Le scénario est dans les grandes lignes identique à Dark City, mais d'une manière beaucoup plus réaliste. Un plateau de télévision géant, construit de telle sorte que le monde extérieur puisse observer une personne mener sa vie, sans savoir qu'elle vit sur une Terre plate entourée d'un dôme. Ce film a plusieurs niveaux d'intérêt, dont l'architecture. Utilisant le modèle existant d'une petite ville bordée d'un côté par un grand lagon et une nature sauvage, et de l'autre par un océan en apparence immense. Bien que mieux que celle de Dark City, elle a ses défauts. Le premier est qu'elle ne dépasse pas 32 km de large, et que, malgré que le désir de Truman de voyager était réprimé, il y avait toujours une possibilité qu'il puisse s'aventurer sur les bords, ce qui est la fin du film. Mais ça a marché, car Truman croit au scénario. Il y est né et a vécu 30 ans, sans se douter de quoi que ce soit, ce que l'on peut dire de chacun d'entre nous. Et s'il n'y avait pas eu d'erreur dans le scénario dont le studio a été victime, alors le show n'aurait jamais cessé. Cela crée des scénarios hypothétiques, comme le nombre d'enfants que Truman aurait pu élever à l'intérieur du dôme. 10, 50. En termes de logistique, cela peut être problématique de surveiller autant d'enfants, surtout lorsqu'ils grandissent. Mais avec assez de dextérité, cela peut se faire. Une fiction identique fut réalisée dans le film Le Village en 2004, et même si le résultat fut très tortueux, le scénario était tout à fait réaliste. Un groupe d'idéalistes riches achète une grande parcelle de terre dans une réserve naturelle, crée un petit village inspiré du XVIIIe et y élèvent leurs enfants. Ils paient le gouvernement pour que les avions restent à l'écart et répandent le mythe que des monstres vivent dans la forêt. Pour ce qui est des enfants, ils vivent dans une petite ville de Pennsylvanie au XVIIIe siècle, dans laquelle ils sont nés. Quoi de surprenant? Si l'histoire continuait, les doyens, fondateurs du village, finiraient par disparaître, laissant les enfants transmettre leur legs sans le poids de la culpabilité de savoir que leur monde n'était pas ce qu'il semblait être.
Et n'oubliez pas que ça se déroule sans manipulation géographique, sans dôme. Cela nous ramène au nombre d'acteurs dont le Truman Show avait réellement besoin d'embaucher. En dehors de ceux responsables du placement du produit, les autres pouvaient juste vivre leur vie comme n'importe qui d'autre. Téléphoner à l'extérieur, aller au restaurant, regarder la télévision chez eux, etc. Mais je digresse. En admettant que la technologie soit disponible, combien de gens comme Truman pourrait-on garder dans un dôme, disons de la taille d'un État, de plusieurs centaines de kilomètres de large, peut-être même un millier? Et si la taille du dôme peut suivre une telle échelle, alors on parle de millions de kilomètres. Mais quand on atteint cette taille, quelque chose d'intéressant se produit. On n'a plus besoin d'acteurs. Ça a commencé comme un village, et juste en quelques générations, tout le monde a oublié, et chacun s'autocontrôle. Cela ne vous semble-t-il pas familier? En fait, plus le monde fermé est grand, moins il est nécessaire de le micromanager. Plus c'est grand, plus c'est facile. On en revient à la modification nécessaire à la race humaine. Pour faire vivre le mythe, tout en supprimant la supercherie des monstres dans les bois, ou l'idée qu'il est impossible d'aller à Shell Beach, vous introduisez le renforcement négatif graduel, ce qui crée l'illusion du choix. Disons par exemple que Truman navigue sur son bateau comme d'habitude, mais que cette fois, la taille du dôme, et donc de l'océan, est 2 fois plus grande. Quelle distance devra-t-il parcourir avant d'avoir faim, soif ou d'être épuisé? La fin du film serait alors dans le doute. Et si vous comparez ce scénario à ce que vous vivez maintenant, alors vous commencez à comprendre. Regardez la carte de la Terre plate à nouveau. Les continents groupés au centre, entourés de toutes parts par des centaines de kilomètres d'eau salée. Imaginez quelle distance supplémentaire les premiers voiliers auraient pu atteindre si les marins avaient pu boire l'eau sur laquelle ils naviguaient. Plus on s'approche de l'extrémité, plus la température chute et plus le nombre d'icebergs augmente. Si cela ne vous arrête pas, alors vous arrivez en Antarctique, ce qui représente un plateau à 3200 mètres d'altitude, sans végétation ou bétail indigène. Et si vous avez les moyens d'aller si loin, il restera devant vous une étendue infinie de glace et de neige. Il est facile de comprendre pourquoi si peu de gens ont fait le voyage. Comparez ça au plafond supérieur qui est beaucoup plus facile à maintenir. Vous diminuez le taux d'oxygène au fur et à mesure de la montée, et il devient de plus en plus difficile de respirer. Cela ralentit l'exploration des montagnes et décourage les vols à contrôle limité, comme les ballons. Gardez à l'esprit que le dôme n'a pas à être très haut par rapport à sa base. Avec les vols commerciaux plafonnant à 16 km et les fusées à moins de 650, le dôme aurait plutôt l'air d'un toit de stade. Tout dépend de comment vous placez la Lune, le Soleil et les étoiles. Un monde fermé avec ce genre de précautions pourrait contenir une population non soupçonneuse pendant, disons, 4500 ans. Ensuite, vous pouvez introduire le modèle du globe dans la communauté scientifique, avant que les progrès technologiques atteignent un niveau qui permette la découverte. Et 500 ans plus tard, nous voilà devenus une civilisation à l'intérieur d'une étonnante structure, vacant à nos occupations, pendant que les autorités se tiennent aux portes, craignant les conséquences d'une révélation. C'est la 5e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice couvre l'inévitable question, parfois frustrante, du pourquoi. Pourquoi les autorités se donneraient autant de mal à nous cacher la Terre plate? J'espère pouvoir ici vous montrer différents angles et une progression des événements, l'ensemble nous amenant vers un monde très altéré, à la fois physiquement et mentalement. Pour commencer, nous devons retourner assez loin, quand le monde était un endroit plus simple. Il y avait les 5 religions majeures, bouddhisme, hindouisme, judaïsme, islam et christianisme. Chacun de ces groupes avait sa propre version de ce qui est connu dans la Genèse comme le firmament, ou le monde circulaire plat enfermé à l'intérieur d'une sorte de dôme, d'où le Créateur nous observe.
Je ne vais pas explorer toutes les subtiles différences entre ces religions. Je me contenterai de dire que c'est intéressant et qu'en dépit de leurs différences à l'origine de terribles violences confessionnelles, il n'y avait pas de réel débat sur le modèle de la Terre. Donc, il y a 500 ans, la communauté scientifique, menée par Copernic, qui a certainement bénéficié d'une aide, a introduit ce que l'on connaît comme l'héliocentrisme, autrement dit le modèle du globe, qui à son tour a entraîné le changement du système solaire, de la galaxie, etc. Les religions, constatant la popularité du modèle du globe et craignant de perdre leurs fidèles, adaptèrent celle-ci afin d'y inclure l'héliocentrisme. De leur point de vue, passer du monde circulaire au globe était un changement mineur, et puis, de toute façon, qui s'en rappellerait dans quelques générations? Les églises, les mosquées, les temples ont enveloppé leur modèle de terre plate dans un linceul métaphorique et l'ont rangé dans un tiroir avec l'or et l'argent pour plus de sûreté. Gardez ça en mémoire, car nous allons y revenir. Des centaines d'années sont passées pendant lesquelles la promotion de la théorie du globe par la science et l'accord des religions sur cette croyance bâtirent leur plein. Le monde, ainsi, continua de tourner, si je puis dire. Et tout le monde était content. Puis, au début du 19e siècle, vous avez ce fichu explorateur du nom de Richard Byrd. Il a de l'argent, toutes les bonnes connexions, peut quasiment obtenir des fonds illimités, et a le feu vert du gouvernement pour étudier chaque morceau de terre vierge existant. Cela paraissait inévitable, je pense. Un homme jeune au désir inassouvi de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir, à qui l'on fournit tout ce dont il a besoin pour le faire. À la manière d'un Truman chanceux, il traverse les vastes océans, évite les icebergs, atteint la côte gelée et continue. Il n'allait pas s'arrêter. Un jour, après avoir traversé des kilomètres de neige et de glace de haute altitude, l'amiral Byrd la voit, la barrière. Et pour lui, c'est juste une barrière, pas la barrière. Il n'est qu'une poussière minuscule en face de celle-ci. Elle s'étend des deux côtés à perte de vue et monte à la verticale si haut qu'il ne peut en distinguer la courbe. Le grand explorateur a maintenant un nouveau défi, en trouver la forme. C'est un peu comme un aveugle décrivant un éléphant. Tant que vous n'avez pas ressenti l'ensemble, que savez-vous vraiment? Si vous regardez la carte de la Terre plate, vous voyez le problème. Pour déterminer l'ampleur du mur extérieur, il faut déjà pouvoir en faire le tour. Cela aurait pris des mois, sinon des années. On aurait pu utiliser des navires allant chacun dans une direction, ou bien des avions, mais il aurait fallu construire des points de réapprovisionnement, ce qui était pour le moins un vrai défi. L'amiral Byrd continua de préparer le terrain de cette grande découverte jusqu'à sa mort en 1957. Une année plus tard, les USA et la Russie découvrirent la partie supérieure. À partir de là, les calculs étaient faciles. Et de plus, il était possible de voir la vraie nature de notre monde. Ensuite, bien sûr, il y a cette décision, ou tromperie, tout dépend comment vous le voyez. Les autorités ont tout mis en œuvre pour nous cacher la véritable forme de notre Terre et sceller l'accès aux bords extérieurs, puis créer un programme spatial, pas seulement pour appuyer l'idée du globe, mais pour la contrôler. Il n'y avait vraiment qu'une raison principale à leur volonté, et il faut un moment pour la digérer. Donc, regardons les effets immédiats de la divulgation, et ensuite remontons jusqu'à la pire crainte des autorités. Pour cet exercice, nous allons faire comme si nous dévoilions la nouvelle aujourd'hui, au lieu de 1958. 1958 aurait été plus facile, mais c'est beaucoup plus pertinent et amusant de l'expliquer en termes modernes. On commence par une conférence de presse, disons, des Nations Unies, qui a découvert que le monde était effectivement recouvert d'un dôme géant high-tech, d'une origine et d'un âge inconnu. Le public réagit avec émerveillement et stupeur, essayant de prendre la vraie mesure de cette annonce. Facebook crash, Twitter crash, des réseaux entiers de téléphonie mobile s'écroulent. C'est un peu comme exploser une ruche avec une masse. Les médias de partout dans le monde envoient leurs équipes sur le bord extérieur pour confirmation de la découverte. Et toute la population a les yeux rivés sur son téléphone. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'excitation, la révélation, le choc positif. Puis les mauvaises nouvelles arrivent par vagues, certaines qu'on n'attend pas forcément.
La première, c'est la dissolution immédiate de la NASA et de tous les autres programmes spatiaux pour des raisons évidentes. La plupart des gouvernements pardonneront secrètement ces groupes et leur garantiront l'immunité contre tout recours collectif. Les procédures judiciaires viendront des groupes d'investissement de la NASA, criant à la fraude. Quoi qu'il en soit, du jour au lendemain, chacun à la NASA, malgré ses bonnes intentions, se retrouve sans job. Et qu'est-ce que vous dites? Bien, il le mérite, depuis le temps qu'il nous mente. Mais ça ne s'arrête pas là. Chaque fournisseur et autres prestataires exclusivement liés à la NASA doit également mettre la clé sous la porte. Ok, quelques milliers de jobs perdus, ce n'est pas bien grave. Et les ondes de choc continuent de se répandre, certaines plus violentes que d'autres. Partout dans le monde, les observatoires doivent fermer, et la raison est celle-ci. Si vous avez regardé le plafond pendant des décennies et n'avez jamais réalisé que c'était un plafond, à quoi servez-vous? Chaque université dans le monde, disposant d'un programme d'astronomie ou d'astrophysique, bien, ils n'en ont plus. Pour Stephen Hawking, la rédaction de livres est terminée. Carl Sagan? Plus de droits de diffusion. Je vous le garantis. Ces professeurs vont devoir revoir leurs copies et se préparer à répondre à une énorme question. Comment ne l'avez-vous pas vu? N'y avait-il pas d'indice? Les gens commencent à pointer du doigt et continueront pendant des années. Nos amis platériens continueront de considérer cela comme pas si terrible. Quelques nerds à travers le monde qui perdent leur job, et alors? Eh bien, on s'en sort pas si facilement. Les accusations portées contre la défunte NASA vont se tourner vers le gouvernement, qui a dirigé toute l'histoire. Et c'est là que nous arrivons sur un terrain dangereux, impliquant des choses comme The Ark of the Covenant, le Sacré Graal, et The Ring of Power. Et là, vous êtes perdu. Vous me suiviez jusqu'à ce que j'aborde les artefacts religieux vus au cinéma. C'est normal, vous êtes censé l'être. Des 5 religions majeures mentionnées plus tôt, qui sont le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam et le christianisme, aucune n'a été capable de produire le moindre objet au pouvoir surnaturel ces 5000 dernières années. Et croyez-moi, le faire leur serait bénéfique. The Ark of the Covenant bénéficierait au judaïsme, le Sacré Graal au christianisme, et The Ring of Power, bien lui, à quelqu'un d'autre, que je vais laisser de côté pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est que toutes les religions cherchent activement à tirer profit de la débâcle scientifique. La fameuse division entre l'Église et l'État vous est familière. Eh bien voilà, avantage à l'Église, la barrière devient un immense symbole religieux, supporté par le Club des 5, qui en font aussi un symbole universel. Puis le Club des 5 ouvre le tiroir où se trouve l'or et l'argent et ressort cette vieille croyance, depuis si longtemps oubliée, mais pas perdue, et prétend l'avoir toujours su. C'est la science qui nous a menti. Temporairement, toutes les religions s'unissent contre la science, qui n'a été que modérément affaiblie par la perte de l'astronomie et de l'astrophysique. Mais le peuple l'ignorera, car il n'écoutera que celui qui parlera le plus fort. Personne ne parle plus fort que l'Église. Ils crieront avec une furie justifiée que c'est l'œuvre de notre Dieu, votre Dieu. Et le peuple se tournera vers la science, et n'entendra rien que des criquets. Et c'est là que le monde change. Car en ces temps troublés, le peuple a besoin de mots, ce dont la religion ne manque pas. La science est juste incapable de faire acte de foi. Je vais prendre la métaphore du verre à moitié plein et dirais que quiconque écoute ceci est probablement une personne rationnelle et intelligente, capable de décisions pondérées, hors de la doctrine conventionnelle. Mais pour chacun d'entre vous, il y a des centaines, voire des milliers de troglodytes haletants qui ne marcheront pas, mais qui vont se ruer vers leur culte respectif en disant « Vous aviez raison, avez-vous autre chose à m'apprendre ?» Et c'est la raison pour laquelle les autorités sont en mode pause, la réponse à cette question étant inconnue. La religion tiendra-t-elle le haut du pavé, travaillant de concert avec ce qui reste de la science pour découvrir la vérité? C'est possible, je suppose. Comme il est aussi possible que la religion entraîne cette société technologiquement avancée dans une doctrine agressive et revitalisée qui transformera la vie quotidienne de telle manière que le livre 1984 aura l'air d'un dessin animé du samedi matin.
J'espère que l'humanité prouvera que j'ai tort. Mais jusque-là, ça n'est pas le cas. Faites vos propres recherches.